selon les pays, les salariés ont été les perdants de ce mouvement quant à leur rémunération et quant au processus de flexibilisation, tandis que le rôle de l'État s'est affaibli. Le démantèlement des grandes entreprises, la sous-traitance, l'externalisation vers les pays en voie de développement ont été au cœur d'un capitalisme qui, je vous le rappelle, autour de l'expression de Serge Tchourouk, se voulait sans usine. Tandis qu'à la périphérie donc, du marché du travail, eh bien, justement, croissait l'incertitude à travers les dérégulations de l'emploi, et notamment évidemment cet emploi précaire et le chômage. On se souvient qu'avant la crise des subprimes, donc dans les années 2000, le VP du MEDEF d'alors, Denis Kessler, vantait la fiabilité des marchés et martelait, je le cite, que l'État n'est pas la seule institution capable de couvrir les risques de l'existence. Ce type de discours, et bien d'autres qui ont depuis fleuri, ont partout porté leurs fruits en fragilisant les services publics et en aggravant la situation des chômeurs. L'éducation, les services hospitaliers ont fait plus particulièrement les frais de cette logique néolibérale. La progression du coût de santé et des dépenses dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement ont été vues comme le résultat d'une mauvaise gestion, non comme la condition d'une plus grande égalité quant aux soins et quant à la connaissance. La crise de la Covid a montré les méfaits de ces politiques dès le début de cette crise et dès le début de la pandémie. L'État et son gouvernement sont révélés indigents, laissant la population sans masque et les travailleurs hospitaliers démunis et leur travail de soins alourdi jusqu'à l'épuisement. Et au fond, la pandémie nous a rappelé, enfin un vieux thème que tout le monde criait dans les manifestations souvent, que l'école n'était pas une marchandise, par exemple, concernant l'université et l'appareil scolaire, mais en tout cas, elle nous a rappelé que la finalité de l'hôpital n'est pas comptable, mais justement de sauver les vies. Alors, la crise du Covid, bon, à mon avis, elle a accentué et révélé un processus de dérégulation, ce processus global de dérégulation néolibérale, qui renforce toujours davantage les inégalités. Et je vais l'envisager sous trois aspects. Sous trois aspects, je vais envisager ces inégalités. Le premier aspect, c'est la question des jeunes, des institutions scolaires et universitaires, et également, pas seulement justement les étudiants, parce qu'on en parle beaucoup, mais je pense qu'il faut aussi parler de ce qu'on appelle souvent les jeunes qui sont sans emploi, ni en éducation, ni en formation, souvent des jeunes dans les quartiers très populaires, et je voudrais aussi parler de cela. Alors, je commencerai par les étudiants. Donc, les étudiants ont particulièrement été impactés par la situation sanitaire. Aux difficultés donc, pour se loger en raison des loyers élevés dans les grandes villes universitaires, eh bien, se sont ajoutées des difficultés matérielles, psychiques, d'ajustement à l'enseignement en distanciel. Et souvent, et cela il faut le prendre aussi en compte, un retour au domicile des parents, à la fois en termes de poids pour éventuellement les parents, mais aussi une difficulté spécifique, une coupure spécifique pour les étudiants. Souvent privés des emplois occasionnels à temps partiel ou à temps partiel, et donc de leur rémunération d'appoint, leur situation sociale, mentale et matérielle s'est dégradée. Nombreux sont ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et certainement Yveline nous en parlera. Les moins aisés, qui trouvaient justement dans les petits boulots le moyen de s'en sortir, sont les plus touchés, et une fracture numérique, ce point est aussi important, entre les ménages aisés et les ménages plus populaires pèse sur les études en renforçant les inégalités. Alors, dans les quartiers populaires, justement, à la périphérie des grandes villes, où de plus en plus de personnes sont confrontées à l'exclusion en raison de la difficulté d'accès aux soins, de la relégation scolaire, hein, ce qui est un élément très, très important, et y compris le manque d'enseignants, ou finalement souvent dans les lycées ou les écoles de banlieue, on envoie les plus jeunes qui sont souvent les plus démunis face aux problèmes sociaux des élèves.
où également sont présents évidemment les problèmes de logement, et où finalement règne une certaine pauvreté, le confinement a été encore une fois le révélateur d'inégalités criantes. Il faut rappeler justement que les habitants de ces quartiers font souvent des métiers en première ligne, caissiers, infirmiers, ambulanciers, livreurs, et ce sont eux qui ont été plus particulièrement exposés au virus. Or, c'est là où l'action de l'État sanitaire, ou l'action sanitaire de l'État, au fond, s'est étonnamment convertie en action policière, provoquant au fond une surreprésentation des contraventions pour infraction au confinement, justement dans les milieux les plus fragiles et finalement parmi les jeunes générations de ces quartiers très populaires. À l'exposition au virus, donc, s'est ajoutée une nouvelle manifestation de la discrimination raciale et sociale, et aux soins et à la protection, l'État a préféré la punition. Je pense que on a été depuis quelques années dans un état, disons, de dérégulation. On est également autour de la crise du Covid dans un état de pénurie. Et je pense qu'il faut être de plus en plus vigilant à un modèle anglo-saxon, au fond, qui, de diverses manières, conduit à un état de punition. Il ne s'agit pas seulement de la question de la police, j'y reviendrai, il s'agit aussi du comportement à l'égard des plus pauvres et du comportement à l'égard des chômeurs, et en général, au fond, de ceux qui sont dans les milieux les plus défavorisés de la société. Chômage et précarité. Depuis plusieurs années, le chômage a perdu la netteté qu'il pouvait encore avoir dans les années 70. La raison en est simple. Pour certaines fractions de la population active, il s'est de plus en plus infiltré entre les périodes de travail et il est devenu endémique. C'est ce qu'on peut appeler le précariat. En tout cas, c'est ce qu'un collègue célèbre, Robert Castel, avait défini comme le précariat. Les frontières entre emploi et chômage sont devenues de plus en plus difficiles à tracer et le nombre de personnes qui alternent entre chômage et emploi est de plus en plus important. Autrement dit, avec des contrats courts, s'installe une précarité durable et le régime d'indemnisation, quoi qu'en dise le gouvernement, est faible. Et il renforce les inégalités entre les stables et les précaires. Là aussi, c'est là-dessus que je veux aussi insister, un État punitif se substitue à l'État social. Comme dans le contexte anglo-saxon, apparaît une attitude inquisitoriale à l'égard des chômeurs qu'on veut rendre responsables de leur insuffisante employabilité. Il règne sur le marché du travail une atmosphère pénitentielle. À l'exemple des petits mots du président, les pauvres sont dénoncés comme coupables de leur pauvreté. Ce mouvement a été accentué par la crise du Covid. Les missions d'intérim, les CDD et toutes les formes de contrats courts n'ont pas été renouvelées justement parce que c'était le plus facile de s'en débarrasser que, évidemment, des CDI. N'ont pas été renouvelés ou en fait se sont raréfiés. La précarité du travail fait de plus en plus cercle. Les revenus insuffisants rendent difficiles les locations ou les crédits dans l'accès au logement. L'inégalité quant au logement provoque et conforte les inégalités territoriales et la fracture urbaine et les inégalités d'accès va renforcer les inégalités d'accès aux services publics et notamment à l'éducation. Ce cercle, au fond, tire vers le bas la plupart des travailleurs et d'abord justement ceux qui sont les plus démunis en matière de qualification. Le travail et le numérique. Parmi ces mêmes inégalités, la crise a accentué l'opposition entre les secteurs pouvant passer en télétravail et les autres, souvent d'ailleurs les moins rémunérés et les plus précaires, les moins qualifiés et aussi les plus confrontés aux risques sanitaires. Mais si ceux qui sont en télétravail sont mieux protégés, ils sont aussi confrontés à des difficultés et des souffrances nouvelles dans un contexte où le travail entre dans le domicile et s'infiltre dans l'intimité.
Les femmes, notamment, se retrouvent en un même lieu de double contrainte, à la fois travail et activité domestique, activité professionnelle et travail ménager. Et elles doivent souvent jongler avec ces deux rôles et avec ces deux mondes que sont le monde du foyer et le monde de l'entreprise. Je crois que là, il y a un enjeu. Tous les travaux qui ont été menés à l'occasion du Covid sur le télétravail montrent cette situation particulière des femmes dans, dans l'effet et les conséquences du télétravail. Mais la numérisation a aussi renforcé, comme nous le savons tous, la place des plateformes et des technologies numériques nord-américaines dans la société européenne. C'est elles qui ont tiré parti de la distanciation sociale et mobilisé dans leurs entrepôts les travailleurs surveillés et mal payés, je pense à Amazon et à ses fulfillment centers, et dans les rues des livreurs soumis à un travail à la tâche, payés au demeurant à la tâche et exposés aux accidents. Ces plateformes sont dans la continuité du mouvement que j'ai évoqué en introduction, un capitalisme abstrait, sans scrupules, dont l'attention est rivée sur les actions et les gains des rentiers plutôt que sur les salaires des travailleurs. Elles sont le fruit de ce modèle anglo-saxon punitif à l'égard des plus pauvres, le modèle des contrats à 0 heure et d'un auto-entrepreneuriat sans droits sociaux dont nous parlent les films de Ken Loach. Je pense par exemple à Sorry We Miss You, qui montre comment travaillent des plateformes, mais également Moi Daniel Blake, qui sont vraiment des films très parlants sur ce qui se passe actuellement en Angleterre. Ce n'est pas pour disculper ou minorer ce qui se passe en France, mais il y a là, au fond, une tête de pont, une avancée du néolibéralisme qui nous vient du monde anglo-saxon. Sortis plus puissants que jamais de la crise de la Covid, les plateformes poursuivent leur entreprise de minage du salariat par le travail indépendant, par les petits boulots, par le tâcheronnat et par un contrôle numérique accru. C'est toute la place aujourd'hui de Deliveroo, d'Uber, etc. Mais également, je vais venir, des plateformes, de nouvelles plateformes. L'accroissement de toutes les formes de travail à distance pose la question des nouvelles fractures et des inégalités numériques. Elle demande, comme l'ensemble de la crise, un renouveau de la solidarité, non seulement nationale, mais internationale, car ce capitalisme n'a plus de frontières. On voit très bien, par exemple, comment le processus d'externalisation, ce fameux nous voulons des entreprises sans usine, d'externalisation à l'étranger, a pu provoquer, par exemple, aux États-Unis, un certain succès du discours de Trump. Nous voulons ramener notre travail, nos usines en Amérique. Mais en fait, ce qui est fondamental d'abord, c'est la relation à la solidarité, en fait, à ces travailleurs, par exemple, qui travaillent pour Apple ou qui travaillent pour Euromarché, soit dans l'industrie du textile, soit dans les grandes entreprises de sous-traitance, dans ces immenses entreprises de sous-traitance, qui est par exemple une entreprise comme Foxconn, une entreprise taïwanaise qui travaille en Chine et qui fait travailler dans des sortes d'usines dortoirs de jeunes travailleurs migrants à l'intérieur du monde chinois. Donc il y a, je ne crois pas que c'est dans une logique du pour soi, chacun pour soi, que nous sortirons de cette question et de ce capitalisme. Je vais conclure très brièvement. La dérégulation néolibérale a provoqué l'incurie d'État et les pénuries, mais elle a surtout affaibli notre capacité de résistance, la capacité de résistance d'une société par la dégradation du service public. L'isolement est le résultat du confinement et joue contre le partage et la solidarité. Et ça, c'est un vrai problème. Quand j'évoquais le fait que les salariés en télétravail sont protégés, certes, ils sont protégés, mais ils sont, dans une certaine mesure, beaucoup plus isolés que les travailleurs en physique, en présentiel, si je puis dire.
ou ostensible, comme disent certains collègues. La catastrophe sanitaire a de lourds effets d'épuisement et de lassitude, et elle a étouffé les révoltes et les luttes. On parlait des Gilets jaunes. Je pense que le Covid a été, la crise du Covid a été aussi un effet adjacent collatéral, au fond, de l'épuisement, au fond, du mouvement ou de sa moindre visibilité, pourrait-on dire. Les guerres et les crises sont souvent l'occasion de transformation des conditions de travail et des conditions de vie. Il faut prendre garde à ce que cette crise sanitaire ne produise pas des irréversibilités, je m'excuse, en banalisant le travail à distance. Les DRH seraient très contents, et d'ailleurs ils n'ont pas hésité à le manifester, seraient très contents de baisser leurs coûts immobiliers en instaurant du télétravail et en créant une sorte de rotation des travailleurs sur les lieux de travail à travers des systèmes d'alternance. Si, comme je l'ai dit, le capitalisme de plateforme a su tirer parti de la crise, accroître son monopole dans le e-commerce et par là même augmenter ses profits, il se pourrait qu'il en tire de nouveau. Et là, il faut aussi y prendre garde, compte tenu de la symétrie qui traverse nos sociétés. Je vous rappelle que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, et nos enregistrements également, finissent quelque part en Californie, dans les grands centres des plateformes numériques. Donc, il se pourrait donc que ces monopoles et ces grandes sociétés, eh bien, ne tirent également de nouveaux profits en étendant leur pouvoir sur d'autres secteurs. Pensez à l'éducation. Nous sommes en train de faire un zoom. La médecine ou les réunions de travail. L'irréversibilité sera à la mesure de la durée de la pandémie et du confinement. Plus elle dure dans une société d'inégalité, et plus elle risque de diminuer la capacité de production et des emplois et avoir une incidence sur les plus jeunes et sur les plus démunis. Voilà ce que je voulais un peu vous dire en introduction, et un peu plus largement que la question de la précarité et du travail précaire, mais justement en rappelant que, un peu comme l'avait fait d'ailleurs là encore Robert Castel, en rappelant que s'il y a de la pauvreté, c'est aussi parce que le cœur même du fonctionnement de cette société, à savoir son noyau de travail, a été globalement mis en crise, et que c'est peut-être aussi celui-là, ce noyau-là, qu'il s'agit de repenser et de réinterroger si on veut justement changer de cap. Voilà, merci. Merci beaucoup, Patrick. Je pense que c'est une première, une approche qui est déjà très dense. Hein. Peut-être il y a... Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on ait 4 ou 5 minutes de questions, mais uniquement sur des précisions ou la compréhension, et qu'on donne rapidement la parole à Evelyne, qui va compléter en apportant un tableau de ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, de l'état de la précarité, de la pauvreté. Alors, pour vous inscrire, pour parler, on vous propose de mettre votre nom sur le chat, et Patrick va distribuer la parole. Hein. Donc, qui demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite avoir des précisions, des éléments? Pardon Didier, c'est quelle pratique? C'est Patrick Gouge? Oui, c'est ça. Patrick Gouge. D'accord, ok, c'est clair. Non, mais je voulais savoir. Le marin qui est à l'écran là. C'est au marin aujourd'hui.